Donc aujourd'hui nous recevons Caroline Dens, donc merci d'être venue, puis merci aux personnes d'être présentes. Donc vous publiez votre premier roman, c'est une première pour vous. Donc est-ce que vous pouvez, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous présenter dans les grandes lignes, présenter un peu votre parcours? Eh bien, je suis originaire du Nord, je suis née à Valenciennes, où j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Et ensuite, je suis venue à Lille pour faire mes études. J'ai fait une hippocane et une canne. Ensuite, je suis partie à l'université de Lille 3 pour un cursus de lettres modernes. Et puis, j'ai donc travaillé aussi ici à la librairie Meurat en tant qu'aide pendant 3 rentrées. Et puis, je suis devenue enseignante et je suis partie donc en Franche-Comté où j'habite à présent. Voilà. Très bien. Donc, alors justement, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette rencontre avec la librairie et avec Monsieur et Madame Meurat? Eh bien, c'était un temps où j'étais étudiante et cherchais un travail parce que j'en avais vraiment besoin. J'étais un petit peu aux abois et puis je suis rentrée ici, j'ai reçu un accueil formidable et puis je rentrais des États-Unis. J'ai passé un an aux États-Unis, j'étais jeune fille au pair là-bas et puis j'étais un petit peu perdue et puis voilà, j'étais accueillie ici et puis j'ai commencé par faire les commandes derrière dans la réserve. D'accord. Ouais. Et puis après j'ai dû bien le tenir, on m'a passé dans voilà. Là, en vrai, il fait vraiment froid. Je me souviens que j'avais les doigts gelés. Oui, c'est juste. Et puis donc à la rentrée, lors des rentrées universitaires, donc j'ai aidé un petit peu en magasin. Et puis un peu beaucoup. Et ensuite j'ai habité au-dessus, parce qu'au-dessus il y a des appartements et qu'on ait trouvé un libre. Donc c'était très pratique de faire l'aller-retour pour venir acheter des livres, embêter Monsieur Meurat. Voilà. Très bien, bon, on reviendra un peu. Et aussi, quand j'ai su que la librairie était revendue, j'ai beaucoup regretté d'être partie de Lille parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Donc voilà, je vous envie beaucoup. Je transmettrai à ma collègue. Ouais. Très bien, donc... Bonjour. Bonjour. Oui. La voisine. Bonjour. D'accord. C'est une renard. En cours de route. Non, je vous en prie. Installez-vous. Donc... très bien. Donc, alors comment on complétera je pose quelques petites anecdotes avec un échange avec Monsieur et Madame Meurat. Mais je voudrais avant parler un petit peu de ce goût pour l'écriture. Est-ce que déjà à cette époque vous commenciez à écrire comment c'est né? Est-ce que c'est né à la librairie? Petite, j'écrivais déjà un petit peu, oui. J'ai commencé des premiers tomes sur des cahiers à spirale de travaux pratiques, qui n'aboutissaient jamais. Il n'y avait jamais de deuxième tome. Et puis après j'ai écrit des poèmes, des nouvelles, mais jamais de romans en fait. J'avais jamais réussi à écrire un texte aussi abouti qu'un roman. D'accord. Et puis je lisais énormément. Je pense qu'il y a besoin de ça aussi, c'est une construction aussi. Et de par mes études, je faisais beaucoup de critiques littéraires, entre guillemets, forcément. Ouais. Et donc ça utilisait beaucoup de mes ressources. Justement, quels sont un petit peu vos auteurs qui, pas forcément qui vous inspirent, mais je dirais, est-ce que vous vous sentez proche, par exemple, de certains auteurs quand vous écrivez? J'ai beaucoup aimé certains auteurs dans ma jeunesse, comme Nabokov, c'est un de mes grands auteurs. J'ai travaillé sur Claude Simon également, Faulkner, des grands noms comme ça. Donc je ne peux pas dire que je me sens proche parce que ça serait très prétentieux, mais peut-être que ils induisent une certaine forme d'écriture. Après, je me rends plus bien compte. J'aurais du mal à m'affilier à quelqu'un en particulier. Et puis, voilà. Je sais pas. En plus, j'ai déjà trouvé ma voix. Je ne sais pas ça. Il y a un style aussi particulier à chaque auteur. Et je crois que c'est comme ça qu'on devient véritablement écrivain. Et je ne sais pas si j'ai encore trouvé. Ouais. Voilà. Donc, c'est un style qui mérite. Et Paul Auster, oui, c'est vrai que et Paul Auster, oui, j'ai travaillé aussi beaucoup sur Paul Auster. Et puis d'ailleurs, quand certaines critiques du livre ont fait référence à Paul Auster, c'est vrai que c'est un univers
qui me parlent beaucoup. Voilà, en tout cas les premiers, peut-être moins maintenant. D'accord. Alors on va désormais se concentrer plus sur le livre, Tour de plume. Alors on va le résumer un petit peu. D'ailleurs, je vais vous laisser la parole justement. Est-ce que vous pourriez donc raconter l'histoire, faire un petit résumé de cette histoire? Du livre en particulier ou la genèse du livre? Alors d'abord du livre en particulier, son histoire, et après on parlera de la genèse. Donc c'est l'histoire de ce libraire qui est languit de pouvoir écrire un roman et qui c'est difficile à expliquer, c'est moi maintenant. Comment dire Bonjour. Qui trouve en fait des boucs émissaires à différents boucs émissaires, la littérature qu'il pèse trop, les mots qu'il ne trouve pas, sa femme dont il voudrait qu'elle joue le rôle de muse et qui n'y parvient pas, et puis il arrive il est très très amer, et puis et au moment où il abandonne, donc arrive une jeune fille dans sa librairie, puisque c'est un libraire, et la jeune fille va donc lui dérober un stylo plume dont il s'était servi pour essayer d'écrire en vain, et à partir de ce moment-là, donc le stylo plume va passer de main en main, et différents personnages qui ont des histoires, mais qui sont en réalité en fait les facettes du libraire, une personnification de sa stérilité, de son incapacité à écrire. Donc la première personnage c'est l'aphasique, c'est celle qui ne trouve pas les mots. Le second personnage, c'est l'homme écrasé par les histoires dont il n'arrive pas à se débarrasser et qui pèse sur sa vie. Le troisième personnage, ça sera plus donc cette littérature qui est très massive et qui empêche la voix de s'exprimer. Et ensuite ce à quoi il tendrait, ce à quoi il aspire, être donc un écrivain célèbre, donc c'est le personnage de Roman. Et puis voilà, puis après donc un dénouement. Ce tour de plume, donc un très beau titre qui aimez-vous le non 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 c'est l'éditeur, et au départ ça a été un sujet de litige entre nous. Au départ mon roman s'appelait Plumitif et il a trouvé que c'était très péjoratif, et puis il disait que c'était pas un terme qu'on connaissait forcément, que c'était gênant, et apparemment il avait fait un tour de table, il a posé la question autour de lui, et donc ils m'ont proposé beaucoup, je lui en proposais d'autres, on a eu un échange de mails qui a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'il me propose Tour de plume. Comme je vis dans un milieu d'enseignants, on m'a dit mais non, c'est un titre de manuel. Mais j'ai accepté ce titre. Donc au départ pas vraiment convaincue, et puis finalement je pense que aussi ça correspond bien au livre. Oui. Donc alors justement revenons à la genèse de ce livre. Donc pouvez-vous nous dire un petit peu plus à quel moment c'est né, qu'est-ce qu'il a fait, je dirais, tilt? Est-ce que c'est la librairie qui a été vraiment le point de départ, ou alors je dirais la trame, vous avez pensé justement à une danse, une danse de personnages, et après les personnages se sont greffés à cette trame. Comment c'est né? Eh bien Monsieur Merat m'avait proposé d'écrire un texte pour la librairie à l'occasion de l'anniversaire. C'était l'anniversaire de 25 ans, voilà, c'est ça. Et donc j'avais écrit une nouvelle. Au départ, j'avais écrit un texte de fiction, et je me suis aperçue qu'il était complètement raté. Donc je me suis dit pourquoi je parle pas de mes propres sentiments, de la joie que j'ai ressentie en étant ici, et donc j'ai écrit ce texte qui me correspondait beaucoup. Voilà, il a donc été publié dans un recueil avec d'autres textes, et il s'est trouvé qu'un jour, plusieurs années après, j'ai été immobilisée pendant un certain temps pour des problèmes de santé. Je passais beaucoup de temps à lire, et puis je me suis dit que c'était l'occasion jamais de recommencer à écrire. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dit mais écrire quoi? Et je me suis dit mais pourquoi ne pas repartir de ce lieu, de ce texte, de la librairie, et puis voir ce que ça donne. Et c'est venu, j'ai repris donc le premier chapitre reprend beaucoup du texte que j'avais écrit, de la nouvelle, et puis voilà, et puis donc le personnage du libraire est né
Et je pense que je faisais parler une certaine frustration qui m'appartient, mais bon, la caricature, forcément, je n'ai jamais eu l'amertume de Monsieur H. Mais oui, c'était poussé à l'extrême. Et puis à partir de là, j'avais envie de lui donner la possibilité d'aboutir ce roman, d'aboutir à l'écriture. Et donc j'avais en tête la fin, mais cependant les personnages sont venus au fur et à mesure. Ouais. Alors justement, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ces personnages, parce que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de lire quand même quelques critiques, même des critiques pas forcément de critiques littéraires pure et dure, même ça tient de blog, et beaucoup soulignent justement la profondeur des personnages. On remarque, ce sont des personnages très riches, et la question c'est de savoir, est-ce que vous vous êtes inspiré de personnages réels, mais ma question est un peu plus précise, est-ce que vous vous êtes inspiré de personnes que vous avez rencontrées à la librairie? Peut-être Monsieur H, au départ c'était un petit peu Monsieur Ma. Oui, il en a à part Monsieur H. Parce que j'avais du mal à déloger de sa librairie. Monsieur H, on avait frotte. Mais bon, après, avec tous les changements que j'ai apportés, au départ c'était vraiment une image qui me revenait en tête. Sinon, non, aucun des personnages ne correspond à une réalité, parce qu'au départ, oui, c'était une personnification, donc il fallait après, il fallait que je leur donne ensuite une histoire, et puis c'est vraiment venu au fur et à mesure. Je peux couper là. Pendant que vous étiez ici, combien de fois vous étiez en train d'écrire sur un petit calepin, et vous avez un sens de l'observation qui est extraordinaire. Et pourtant, j'ai pas cette impression-là. J'ai toujours frappé en disant comme ça c'est dit. Et j'ai retrouvé un peu cet esprit-là dans les personnages. Moi, je pense que je manque d'observation. J'ai l'impression de ne pas être assez ancré dans la réalité, justement. Et quelquefois, je me dis... Ce qui fait la spécificité de chacun, c'est assez intéressant, ça. Et justement, on a dû, ça vient évidemment c'est votre création, bien évidemment, mais on a l'impression que vous êtes calqué vraiment sur des personnages vraiment réels. Non, vraiment pas du tout. Je pense que comme tout écrivain, j'essaie de me mettre à la place du personnage et savoir ce que je ressentirais si j'étais, par exemple, comme Sibylle, si j'étais enfermée chez moi. Par exemple, Isis, je pense que ça vient d'une ancienne image. J'avais dans ma chambre quand j'étais adolescente une image de femme qui pleurait avec son mascara qui débordait, et je pense que c'est l'image première de ce personnage, et puis son histoire est venue après, mais je crois que c'est ça qui m'a inspiré certainement. C'est des images que j'essaye de faire parler, je pense. Alors il y a aussi un point qui est assez frappant dans le livre, c'est je dirais que la plume, le stylo a une identité très différente selon les personnages. Et donc, c'est-à-dire que ça peut être à la fois un objet d'écriture, un objet artistique, quasiment comme un pinceau, mais ça devient même une arme. Voilà, c'est ce que j'ai cherché à faire. Et je voulais aussi le faire voyager dans la journée, qu'il prenne aussi des teintes différentes selon la luminosité du moment de la journée. Et puis, effectivement, oui, au départ, j'avais même prévu... un personnage qui faisait des listes ou même qui faisait des opérations avec ça. Je me suis dit, parce que le stylo plume existe véritablement, je l'ai regardé en me disant qu'est-ce qu'on peut faire avec un stylo plume voilà. Parce que moi j'en ai l'usage parce que j'écris, mais d'autres personnes en auraient un usage différent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de ça? Voilà. Donc en fait le protagoniste c'est ce stylo, c'est vraiment vous le personnifiez presque, donc il y a vraiment c'est surtout ce point-là que j'ai particulièrement apprécié, cet objet, je dirais, commun, qui d'un seul coup prend toute une dimension très différente selon les personnages. Et alors par contre, je voudrais savoir un petit peu quelque chose aussi d'assez frappant dans ce livre, c'est sa structure. C'est sa structure avec ses alinéas, qui sont, c'est un peu le moment du relais. Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est presque comme une pièce de théâtre, je dirais. Il y a le personnage qui rentre, l'autre qui sort, donc avec donc justement, est-ce que c'était vous,
cet alinéa, enfin, pourquoi ce choix de couper, je dirais je pense parce que justement, comme vous dites, il fallait faire le relais entre les différents personnages et j'aime ces histoires où il y a de nombreux personnages et à un moment un ou l'autre de l'histoire et ils finissent par se rencontrer alors que tout les sépare et j'avais envie de ça et donc oui, et il me fallait donc un chapitre spécial pour imaginer leur rencontre. Voilà. C'est ce qui permet aussi, je trouve, enfin, ça donne une très grande clarté aussi au texte. Voilà, ça permet vraiment de bien séparer les personnages. Quand on entame le chapitre suivant, on sait que ça va être la vie du prochain. Donc, sinon, alors, il y avait aussi une question que toujours au sein de la librairie. Est-ce que c'est pour vous aussi, est-ce que ça a été une source d'inspiration? Tant bien sûr, il y a les livres, mais je pense que voilà, il y a une atmosphère très spéciale et qui est restée ancrée. Ne serait-ce que par les échanges avec M. et Mme Meurin, mais aussi avec les clients, je pense des échanges qui peut-être même inconsciemment vous ont nourri. Je pense je pense que sur le moment je m'en rendais pas compte, mais je pense que ça j'enregistrais. Y a-t-il justement, enfin, peut-être que ça va être présent dans d'autres romans, mais des personnes qui vous ont justement marqué et vous souhaiteriez, je dirais, un peu leur rendre hommage, même vous l'avez peut-être déjà fait là. Il y a des personnes. Non, ce serait plus des gens dont le comportement était drôle finalement, où il y avait un prof d'université qui venait récupérer son livre qui était tout en haut, puis qu'il venait redescendre pour le faire dessus. Ça existe encore. Oui. Le livre sous la pile qu'on remet. Oui. Ben voilà, ce sont des petites anecdotes qui peuvent nourrir votre imaginaire aussi. Donc bon. Alors, aussi, je voulais savoir si vous en aviez parlé à M. Meurin de ce projet, enfin de ce roman. Est-ce que vous nous avez parlé de cette jeunesse, bon, c'est lié forcément, mais voilà, le fait quand même, M. Meurin, pendant que j'écrivais, quand on correspondait, je vous en avais parlé. Que... Bah oui, il y a eu des échanges, on ne connaissait pas le... Mais c'est vrai que je gardais ça assez secret finalement. Même mon mari ne savait même pas ce que j'écrivais et il se moquait tout le temps de moi en me disant mais tu écris tes mémoires, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, c'était devenu un sujet de plaisanterie entre nous et je lui dis bah oui, là c'est ma première percée dentaire. Et oui, c'était quelque chose que je gardais secret. Il n'y a guère que ma fille qui de temps en temps se penchait sur mon épaule et puis qui lisait ce qui apparaissait donc sur mon cahier ou sur l'écran et puis qui m'interrogeait sur les personnages. Mais je crois que c'est la seule qui se sache véritablement ce qu'il y a dans le livre. Oui, sinon oui, vous saviez que j'écrivais mais pas... Donc, alors justement, on en parlera, on va quand même, il y aura un échange justement à créer entre vous. Mais je voulais justement parler de chaque personnage. Ce sont des métaphores, ils représentent un petit peu la frustration de ce monsieur H. Mais est-ce que vous faites aussi parler du écrivain qui est en vous? Oui, certainement le fait de... Je crois que je me donnais aussi un âge, je me suis vue vieillir tout d'un coup en me disant mais que j'avais quel âge? J'ai passé 30 ans et qu'est-ce que j'ai fait véritablement de ce qui me plaisait dans la vie? Ce qui me plaisait de lire, c'est d'écrire et puis pour l'instant il n'y a rien et je pense que ça a été aussi un moteur et puis la frustration de ne pas pouvoir trouver assez de temps aussi pour écrire parce que j'écrivais pendant les vacances, le week-end, je me levais très tôt avant les enfants pour pouvoir écrire et cette frustration c'était une sorte de moteur aussi et puis se dire aussi là j'ai 1 heure, il faut que je sois opérationnelle, il faut que j'écrive et que je trouve des idées, etc. Alors soit on n'en trouve pas et puis ou l'écriture ne vient pas et on sent presque désespéré, soit au contraire tout glisse et puis tout d'un coup il faut s'arrêter parce qu'il y a le quotidien qui vous rappelle et ça c'est très frustrant. Mais bon après il y a un temps d'adaptation, il y a 5-10 minutes puis après ça va mieux et puis on continue à réfléchir. Alors d'ailleurs le comment, ça c'est votre premier roman, mais est-ce que je dirais que c'est un projet, c'est le projet numéro 1 je dirais qui a été abouti, ou y a-t-il des romans, des nouvelles qui dorment
Non, pas de roman du tout. C'était vraiment mon premier texte abouti. Oui. Sinon, oui, des nouvelles, mais des nouvelles de jeunesse, donc qui n'ont pas énormément de valeur. Ou peut-être que je reprendrai pour réécrire par la suite, mais bon, je pense qu'il n'y avait rien de véritablement valable. C'était des sortes de coups d'essai. J'ai même été surprise, agréablement surprise quand le roman a été publié, parce que ça a été très vite finalement. J'ai envoyé donc mon manuscrit à un seul éditeur en me disant tous les mois je l'envoie à un éditeur, pas au hasard mais presque, et puis je verrai ce que ça donne. Et un mois après le premier envoi, au moment où je m'apprêtais à faire mon second envoi, mon Philippe Ray m'a appelé pour me dire j'aime beaucoup, je publie. Donc ça s'est fait très très vite, j'ai eu beaucoup de chance. Et oui, et je voulais appeler. Alors voilà, justement, la question c'est quand vous avez eu M. Lameura au téléphone, l'échange a dû être... Et puis, après je me tournerai vers M. Lameura, c'est-à-dire quand on a le livre en main et qu'on voit son... Voilà, qu'on a été on est le protagoniste un petit peu, on est d'une histoire, ça doit quand même faire un petit peu, ça a dû vous faire drôle, M. Meura. Honnêtement, je ne sais plus comment ça s'est passé. Ouais. Je sais que Caroline m'a dit, vous savez, j'ai écrit une histoire avec un libraire, c'est peut-être que vous m'avez dit c'est monsieur A, je ne sais plus, mais elle dit c'est pas vous, parce que le type là, c'est un frustré. Oui, voilà. Rassurez-vous, pas vraiment je pense que le trait que j'ai retenu de vous, c'était le côté très professionnel. Et moi, ce que j'aimais, c'était quelquefois quand quelqu'un rentrait donc dans la librairie avec une référence, mais il n'y avait pas d'auteur, il n'y avait pas de maison d'édition, le titre était erroné, et M. Meura, sans rien dire, allait chercher le bouquin en question, le poser sur le... Et ça a été souvent le cas. Et ça j'étais très admirative. Et donc, c'est très là que j'ai repris. Donc, le carillon. Oui, et le carillon aussi. Mais c'est difficile de faire de cette librairie parce que dans mon second roman, il y a également un libraire qui n'est pas du tout comme Monsieur H. Mais au moment de décrire les lieux, j'étais bien embêtée parce que j'arrive pas à me défaire de cette librairie. Enfin, c'est toujours... oui, il faut couper le cordon. Justement, vous devez... L'écriture, c'est peut-être ça. Oui, de raviver le souvenir, oui. De se libérer. Ou de se libérer. Je ne sais pas, donc maintenant je vais visiter les librairies, on essaie de m'imprégner des livres, mais c'est pas pareil. Alors voilà ma question, c'est-à-dire que vous devez fréquenter de nombreuses librairies, grandes, anciennes ou petites librairies indépendantes, mais bien sûr vous y avez travaillé, c'est ça aussi qui fait que ça se détache un petit peu du lot, mais voilà, est-ce que la librairie Meura se démarque de certaines... Vous avez... y a-t-il des choses que vous ne retrouvez pas dans d'autres librairies? Il y a des regrets, je dirais, vous dites tiens, pourquoi je ne retrouve pas cette même ambiance, je ne sais pas, cette même ambiance, parce que le libraire n'est pas le même. Oui. Voilà, ne serait-ce que les libraires, par rapport à M. Meura, vous sentez que ce n'est pas, peut-être pas le même rapport au livre? Non, oui, peut-être. Et puis il n'y a pas, l'amitié non plus n'est pas là, donc c'est plus un échange de clients en commerçant, donc oui, c'est différent dans ces cas-là. Et puis le fait est aussi que j'ai énormément acheté de livres quand j'étais ici, et j'ai beaucoup déménagé. J'avais, je ne sais plus combien de temps, 4 ans d'hiver déménagé. Je pense que ma maison maintenant, des bibliothèques, il y en a dans toutes les pièces. Il est vrai que je lis beaucoup, mais je lis aussi beaucoup en bibliothèque. J'emprunte beaucoup en bibliothèque. Voilà.